Google n'est pas l'éditeur de logiciels qui respecte le plus la vie privée. Il a pour habitude d'analyser, de collecter les données de ses utilisateurs à des fins d'amélioration de produits, mais aussi à des fins de ciblage publicitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Dégafamisation, la série de vidéos qui vous fait découvrir les solutions numériques françaises et européennes. Et pour ce nouveau concept, j'ai le grand plaisir d'être accompagné d'Eric. Comment ça va, Eric? Salut Benoît, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Hâte de commencer. On a eu comme observation avec Eric, à la fois avec les prises de contact chez Genspot, éditeur de logiciels, mais aussi ce qu'on a vu passer sur Internet avec le contexte géopolitique qui est assez tendu avec les Américains. Il se passe pas mal de choses depuis l'élection de Donald Trump, qu'on a un nombre croissant de personnes, donc à la fois des particuliers, mais aussi des professionnels, qui souhaitent sortir des outils GAFAM, que ce soit au niveau des outils mailing, du navigateur, des suites bureautiques, etc., mais qui n'ont pas forcément de visibilité sur les outils français ou européens qui sont eux disponibles sur le marché. Et donc on s'est dit qu'on allait lancer notre propre série de vidéos pour justement donner de la visibilité autour de tout ça. L'objectif, c'est d'apporter un éclairage, en effet Benoît, avec du coup dans chaque épisode de Dégafamisation un comparatif. On vous présentera l'outil GAFAM mastodonte, leader du marché, et des alternatives françaises, européennes, en fonction de ce que l'on trouve évidemment, et puis vous pourrez faire votre choix. Alors avant de commencer ce premier épisode, un petit disclaimer, on est donc éditeur de logiciels collaboratifs depuis près de 20 ans, donc on connaît quand même beaucoup d'éditeurs, beaucoup de solutions sur le marché, et il pourra arriver que certaines solutions qui vous seront présentées dans certains épisodes soient des solutions partenaires de Genspot. Donc pas d'inquiétude, c'est quelque chose dont on vous informera, soit en début d'épisode directement à l'oral, soit ce sera directement renseigné sur votre écran, voilà, dans un souci de transparence et d'honnêteté. Pour lancer cette série de vidéos, on s'est dit quel meilleur type de solution que de commencer par la porte d'entrée du web, le navigateur web. C'est parti. Donc Eric, pour ce premier épisode, du coup, on va parler des navigateurs web. Quel meilleur outil, j'ai envie de dire, à aborder que le mastodonte du marché, Google Chrome? Bien sûr, Google Chrome, aujourd'hui, mastodonte du marché, côté navigateur web. Quand c'est arrivé Google Chrome, ça a été une révolution par sa simplicité, son ergonomie. Et là, c'est monté très vite en termes d'utilisation à travers le monde pour permettre à Google Chrome de devenir le numéro 1 des navigateurs web. Ce que l'on voit parmi les forces de ce navigateur, c'est du coup cette simplicité que je viens d'évoquer, mais également tout l'écosystème Google où on va retrouver avec son compte Google l'accès de manière fine et pertinente aux suggestions, aux intégrations avec le mail, avec Gmail, avec les documents Google Drive, etc., etc. Je ne vais pas refaire la liste de tous les outils de la suite Google. Ça, c'est une grande force pour pouvoir faciliter la vie de l'utilisateur. Et le dernier point qui est vraiment important et qui fait la différence, je pense, pour Google Chrome, c'est sa librairie, sa bibliothèque d'extensions, avec ce qu'on appelle le Chrome Store aujourd'hui, qui permet de bodybuilder son navigateur web avec des extensions liées à du marketing, liées à sa vie perso, comme un gestionnaire de mots de passe, etc., etc. Pour toi, Eric, les extensions, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans ta vie professionnelle. Tu as besoin d'avoir ces extensions-là, en plus du navigateur Chrome, du coup? Dans la sphère personnelle, moi, j'utilise concrètement 1 à 3 extensions maximum. Ça va être le gestionnaire de mots de passe, Pinterest, et peut-être Pocket pour garder les articles à lire pour plus tard. Et c'est tout. C'est vraiment dans le monde professionnel que là, je vais avoir besoin de toute la force du Chrome Store pour disposer de ces extensions. Parce qu'en plus, l'avantage de Google Chrome, quand tu es leader du marché, c'est que tu n'as pas à te poser la question, est-ce que les extensions ou applications qui sont développées vont fonctionner avec mon navigateur? Voilà, la question ne se pose pas. Vous utilisez Chrome, vous savez très bien que toutes les extensions que vous allez pouvoir trouver marcheront directement sur Google Chrome. Comme Eric l'a dit, Google Chrome, c'est un outil qui a énormément d'avantages, mais ça reste un outil. Et un outil, c'est ce qu'on répète souvent chez Genspot, et il peut avoir énormément d'avantages, il aura malgré tout des inconvénients. Il y a certains inconvénients chez Google Chrome qui sont d'ailleurs assez surprenants, auxquels on ne pense pas forcément. Et le premier d'entre eux, typiquement, fait partie de cette catégorie-là, c'est la consommation en énergie. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris quand j'ai appris qu'une fenêtre sur Google Chrome avec 20 onglets ouverts, on a tous l'habitude d'avoir une multitude d'onglets ouverts quand on navigue sur le web. Une fenêtre de 20 onglets, c'est 1,9 giga de RAM d'énergie consommée, ce qui est absolument colossal. Et ça pose problème aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait que le numérique, l'époque où on considérait que le numérique
que c'est invisible, donc voilà, ça doit pas consommer beaucoup, ça doit pas impacter l'environnement, pas du tout. Bah en fait, si, on sait aujourd'hui que le numérique c'est 4,4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et c'est quelque chose qui continue. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui, on pourrait rentrer dedans et faire une vidéo complète sur le sujet, mais avoir un navigateur qui consomme autant d'énergie, bah c'est quand même problématique. Le deuxième, c'est sur la collecte et l'exploitation des données. Là, je pense que les gens sont moins surpris. Je pense que vous savez que Google n'est pas l'éditeur de logiciels qui respecte le plus la vie privée. Il a pour habitude d'analyser, de collecter les données de ses utilisateurs à des fins d'amélioration de produits, mais aussi à des fins de ciblage publicitaire. C'est notamment le site Surfshark que tu m'avais envoyé d'ailleurs, qui avait fait un comparatif de la collecte des données par les navigateurs. Et c'était super intéressant de voir que Google Chrome explose tous les navigateurs du marché. Il est en pole position, même de très très loin, hein, quand vous le comparez par exemple à des navigateurs tout aussi connus, hein, comme par exemple, je pense à Safari ou Firefox. Là, en termes d'exploitation de données, c'est clairement le numéro un. Le troisième inconvénient, c'est la sécurité. Alors c'est un argument qu'on entend souvent, je trouve, par rapport aux outils GAFAM, c'est de dire non mais ils sont leaders du marché, ils sont américains, bon tu comprends pas, voilà, c'est en termes de protection, il n'y a pas mieux. Sauf que Google Chrome depuis janvier 2025, c'est 4 failles de sécurité qui ont été identifiées. Et quand vous utilisez un navigateur web, bah si le cyberattaquant il peut se frayer un chemin via le navigateur à votre ordinateur, en prendre le contrôle et voler vos données personnelles. Donc ce serait déjà assez embêtant via votre ordinateur personnel. Je vous laisse imaginer les dégâts sur l'ordinateur de votre boîte avec toutes les données de votre organisation, de vos collaborateurs. Ça peut vraiment poser problème. Et enfin, le dernier inconvénient que vous allez nous entendre répéter souvent avec Eric, mais parce qu'il concerne pas que Google, mais véritablement tous les outils GAFAM, tous les éditeurs américains, c'est la soumission aux lois extraterritoriales, notamment via le Cloud Act, qui stipule que si les autorités américaines demandent à une entreprise américaine l'accès aux données qu'elles hébergent, même si ces données sont relatives, par exemple, à des citoyens européens, en tout cas à des citoyens hors États-Unis, ça ne pose absolument pas de problème. En fait, l'organisation américaine doit donner aux autorités l'accès à ces données-là. Et donc là, ça pose de gros problèmes en matière d'ingérence, en matière de justement du fait que des données sensibles, des données de certains secteurs, je pense au secteur public, je pense aux hôpitaux, soient accessibles à des autorités étrangères. Et maintenant, on va voir directement quelles sont les alternatives françaises ou européennes que vous pouvez utiliser à la place. Alors Eric, toi tu as testé quand même plusieurs outils. Oui. Moi je voudrais savoir justement ça a été quoi un petit peu ton parcours par rapport à tout ça et quels sont les outils, les navigateurs français ou européens, tu vas nous dire, qui selon toi méritent justement qu'on s'y attarde. Allons-y, parlons de ma quête personnelle pour trouver une alternative à Google Chrome. D'ailleurs, c'était un running gag, une blague avec ma femme qui me voyait tester des alternatives et revenir systématiquement à Google Chrome, hein, il faut le savoir. Hein. Elle me disait, bon là, tu vas tenter un jour, ça va durer une semaine pour l'autre, et puis à chaque fois, tu vas revenir sur Google Chrome. En fait, moi d'ailleurs, pour rebondir sur les inconvénients, ce qui m'a poussé à vouloir changer, c'est la collecte des données personnelles qui est vraiment monstre sur la localisation, les habitudes de conso, les sites que je visite le plus. Donc ça me gênait de plus en plus. Et également la consommation énergétique sur mon PC ou mon MacBook, où là, clairement, ça faisait planter mon ordinateur. Et ça me gênait de plus en plus. Donc du coup, j'ai testé d'abord Firefox pour commencer. Avec Firefox, du coup, je l'ai testé plusieurs semaines. On a un beau produit de navigateur web, open source, avec une belle communauté de développeurs derrière. C'est simple à utiliser, rapide, efficace. Par contre, j'ai eu un bloqueur qui est celui de la bibliothèque d'extension. Je ne retrouvais pas les mêmes extensions qui me permettaient de bosser et d'être efficace chaque jour. Donc du coup, j'ai switché pour revenir sur Google Chrome une fois avoir testé Firefox. Par contre, s'il fallait l'utiliser dans la sphère uniquement privée, je pourrais utiliser Firefox. L'autre navigateur que j'ai pu tester, Brave. Donc là, Brave, c'est fait par des New-Yorkais si je ne me trompe pas. Et là, on a un navigateur web qui est basé sur la même souche, qui est Chromium, donc la même base produit que Google Chrome, et qui donc redonne toutes les mécaniques qu'on aime bien dans le produit Google Chrome. La gestion des onglets, la personnalisation, la fameuse bibliothèque d'extension qui m'est chère et utile dans la vie pro. J'ai pu la retrouver dans Brave. Le problème, c'est que c'était américain. Donc là, je l'ai utilisé un petit peu plus longtemps, plusieurs mois,
et ça fait vraiment le job. Par contre, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives françaises ou européennes? Et il y en a plusieurs, heureusement. Et c'est là que je suis tombé sur Vivaldi. Donc, Vivaldi, sortons les violons, jouons de la musique. C'est du coup un super navigateur web sur lequel j'ai basculé il y a plusieurs mois. Et aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir faire le retour en arrière. On a, comme pour Brave, une souche Chromium, sur lequel ensuite on a tous les comportements que l'on souhaite avec la simplicité, l'ergonomie, la personnalisation forte que l'on retrouve dans Firefox et la bibliothèque d'extensions qui est très utile dans le monde pro. Sur l'aspect mobilité, on retrouve tout ce qu'il faut avec un compte synchronisé pour pouvoir retrouver du coup les onglets que tu as pu consulter sur ton navigateur dans ton smartphone avec l'application mobile qui va bien. Donc c'est vraiment très fort côté produit. En plus de ça, ça ressemble un petit peu à Jamespot dans la philosophie parce que c'est fait par du coup des Norvégiens si je ne me trompe pas. Donc hébergement en Europe, fait par une société européenne. Le fondateur est un ex-créateur d'Opera, le navigateur web. Et côté entreprise, côté philosophie, c'est une boîte de 50 personnes à peu près, sans levée de fonds, avec une philosophie de croissance organique qui nous ressemble, je trouve, chez Jamespot. Et puis, depuis plusieurs mois, j'ai réussi à trouver cette alternative. Tu disais, ça fait plusieurs mois que tu l'utilises. Est-ce que, du coup, il y a certains éléments de Chrome qui te manquent malgré tout? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que j'ai passé vraiment beaucoup sur Internet par rapport à des avis qui disaient sortir des outils GAFAM, c'est bien, mais en fait, pour avoir des alternatives qui sont moins performantes ou qui proposent justement un champ de fonctionnalité qui est moins important, en fait, bref, on n'a pas envie de changer d'outil pour en fait surtout se sentir lésé et ressentir le manque. Est-ce que toi, tu ressens un manque particulier par rapport à ça ou pas? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout. Aujourd'hui, j'ai fait une transition et je ne vois pas de scénario de point noir qui me ferait revenir en arrière. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai du coup une utilisation quotidienne, j'ai mes extensions. On a en plus, parce que chaque entreprise va faire le navigateur et l'améliorer à sa sauce, eh bien des choses très intelligentes comme les espaces de travail qui permettent de basculer du coup d'un espace de travail pro avec une liste d'onglets qui vont bien à un espace de travail perso où là tu vas retrouver tes onglets de shopping par exemple. J'ai même, parce que je fais beaucoup de démonstrations de Jamespot, un espace de travail démo où là tout disparaît, il n'y a qu'un seul onglet qui est celui de la démonstration de Jamespot que je fournis aux différents prospects. Pas mal de personnalisation comme on peut le retrouver dans Firefox. Les extensions, franchement aujourd'hui, je ne vois pas de point noir. C'est intéressant pour terminer d'ailleurs, par exemple tu parlais de Brave, je repense au graphique de Surfshark dont tu as parlé tout à l'heure, c'était intéressant de voir, malgré le fait qu'il soit américain, donc encore une fois, loi extraterritoriale ça pose toujours le même problème pour tous les éditeurs américains finalement, mais c'était quand même intéressant de voir qu'il était parmi les places les plus bas en termes d'exploitation de données, donc tu voyais quand même la différence entre deux éditeurs américains, avec l'un qui en a rien à faire et l'autre qui fait quand même un minimum attention, mais en tout cas merci pour ça Vivaldi, moi je connaissais pas, Firefox déjà un peu plus, mais c'est un navigateur effectivement que même moi j'irai voir du coup, ce que t'as quand même piqué ma curiosité, je vais pas mentir. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce premier épisode dédié au navigateur web. On espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à rebondir en commentaire. Le but c'est de vous donner de la visibilité sur les alternatives qui s'offrent à vous sur le marché. Si vous utilisez, déjà si vous continuez d'utiliser Chrome ou si vous utilisez d'autres navigateurs dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire lesquels et pourquoi vous les utilisez. On prend vraiment tous les avis et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode qui sera cette fois dédié aux outils de mailing. À bientôt.